Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition du 16 novembre 2015, notre synthèse vidéo de l'actu IT et Télécom de la semaine. Et pour décoder cette actualité, je suis en compagnie de Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, premier sujet qui a retenu votre attention, c'est l'arrivée de nouvelles tablettes à destination des professionnels. En l'occurrence, l'iPad Pro qui a été arrivé pas plus tard que mercredi, et puis la Surface Pro 4 qui est enfin, diront les aficionados, disponible en France. Effectivement, donc vous avez quasiment tout dit. On s'arrête là, alors. Non, on va continuer. Donc, pour Apple, en fait, ça répond à un double défi. Le premier, c'est donc cet iPad Pro, pour le décrire assez rapidement, c'est un écran plus grand de 12,9 pouces, donc c'est plus petit qu'un portable, mais c'est beaucoup plus grand que l'iPad normal. Il y a la possibilité d'adjoindre un clavier que Apple s'est cru obligé d'appeler Smart Keyboard, on reviendra plus tard là-dessus. Il y a un stylus, on se souvient comment Steve Jobs avait parlé du stylus, il disait que c'était le pire outil qu'on pouvait imaginer et c'est le plus lent possible pour travailler. Donc c'est un outil, c'est un 2 en 1, donc qui peut servir de tablette pour regarder des vidéos avec une autonomie assez longue, et puis un ordinateur, donc on le pose avec un clavier, donc c'est quelque chose qui est connu. Donc pour Apple, il y a un double défi, donc c'est le premier, c'est d'arriver à vendre ça comme effectivement un modèle professionnel, donc à destination des entreprises. Donc d'ailleurs, vous l'avez indiqué, les deux, Microsoft et puis Apple, sont affublés du suffixe Pro. On se souvient, il y a très longtemps, quand IBM avait sorti son PC, donc le PC au départ, il était à destination des professionnels, puisque les particuliers n'avaient pas encore de PC. Et ils avaient sorti le PC Junior, donc là on avait mis le terme Junior pour montrer que c'était le grand public. Donc c'est une sorte de renversement, c'est assez amusant. Donc premier défi, c'est faire en sorte de convaincre les entreprises, et on a vu tout un tas de démarches, d'approches ces derniers temps d'Apple pour aller vers ce marché des entreprises, en particulier avec des accords avec IBM. Donc convaincre les entreprises que c'est bien un outil qui est à leur destination, sachant quand même qu'il y aura un petit problème qui est celui des prix, parce que si on fait la tablette plus le clavier, plus éventuellement le stylus, on arrive à 1200 €. Si on compare ça avec un PC à 300 € pour faire à peu près la même chose, c'est quand même beaucoup plus cher. Donc ça, c'est le premier défi. Et le deuxième défi pour Apple, c'est d'enrayer les ventes d'iPad qui n'en finissent pas de baisser. Depuis la sortie de l'iPad jusqu'en 2012, croissance régulière, qui arrive à quasiment 20% du chiffre d'affaires d'Apple. Et puis depuis, c'est en grand déclin, et en 2015, les ventes d'iPad ont diminué significativement en nombre et également en part de chiffre d'affaires, puisqu'on est retombé à 10% ou quasiment moins de 10%. Donc pour Apple, c'est vraiment un défi. L'iPhone marche toujours très bien. Donc c'est des ventes records l'année dernière, mais l'iPad c'est quand même singulièrement essoufflé, donc c'est un défi pour Apple. Et puis pour Microsoft, un peu la même démarche. Le Surface Pro 4 arrive disponible depuis la semaine dernière, donc à peu près les mêmes caractéristiques, un prix à peu près comparable. Alors évidemment, plus, un petit peu plus, oui. On peut, si on prend le modèle haut de gamme, on peut dépenser son argent, si je puis dire. Donc là, pareil, même défi pour Microsoft, arriver à convaincre que ça remplace bien un PC et que le différentiel de prix il vaut la peine d'être dépensé par les entreprises. Donc, sachant qu'on est dans un contexte où les ventes de PC sont en baisse, donc tout ça fait que ça va être relativement compliqué à la fois pour Apple et pour Microsoft. Et évidemment, l'un comme l'autre, alors Apple non, mais Microsoft oui, n'a pas de parc de PC à préserver, donc finalement pour eux c'est tout bénéfice. Pour Apple, la notion de prix est moins évidente que pour les fournisseurs de PC, puisque de toute façon les Mac d'Apple sont très chers aussi, donc de ce point de vue-là, il n'y a pas le différentiel qu'on évoquait. Puis pour Microsoft, il y a aussi le challenge de la concurrence avec son propre écosystème. Absolument, depuis que Microsoft fait du matériel. Pas forcément toujours simple à gérer. Oui. Ça, c'était
Des choses dont on aura sûrement l'occasion de reparler dans les prochaines émissions. On verra les résultats d'ailleurs, les résultats de vente, puisque c'est un peu comme le box-office au cinéma. Le premier week-end donne de la tonalité, je pense que dans le premier mois, on verra ce que ça donne. Alors on change complètement de sujet et d'univers, on parle de fusion d'acquisition et d'une ESN nationale Atos qui a racheté Unify, c'est ça? Absolument, donc Atos, tout le monde connaît, donc Atos a racheté, alors rappelons les faits, Atos a racheté Unify, donc, qui était en fait une joint venture entre un groupe de capital investissement, The Gore Group, un groupe américain, et puis Siemens. Donc c'est une entreprise importante, puisque ça représente 5600 personnes, 1 milliard de chiffre d'affaires, donc présent dans une soixantaine de pays. Donc c'est pas négligeable, spécialisé dans les communications unifiées. Et donc Atos met la main sur ce groupe et n'en finit pas de continuer son développement. Rappelons qu'Atos, on la présente un peu comme Airbus, une société française, mais c'est quand même une société européenne, même si elle est basée à Besançon. Atos, en fait, ça a été construit au départ par la réunion de Axim et de Sligos, puis ensuite ils ont racheté SEMA qui appartenait à Schlumberger, ils ont racheté la branche consulting de KPMG, donc là maintenant ils rachètent ça, ils ont racheté évidemment, on se souvient tous l'année dernière, ils ont racheté Bull, donc c'est un groupe qui s'est constitué au fur et à mesure par de grosses acquisitions. Aujourd'hui une des grandes SS2I françaises, donc franco-européennes on va dire, donc un groupe qui a atteint qui dépasse vraisemblablement 100 000 personnes et qui réalise un chiffre d'affaires avec celui d'Unify qui représente 11 milliards de dollars. Donc on a avec cet acteur-là vraiment un acteur de poids dans le domaine des services. Alors après il faut arriver à consolider tout ça, mais en tout cas c'est un événement qui est passé un peu inaperçu, mais qui est quand même d'une importance assez grande. C'est noté. Et alors, on parle de numérique et de transformation numérique. Il y avait cette semaine les rencontres de la DGE. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas la DGE, c'est la Direction Générale des Entreprises au ministère des Finances, et qui faisait suite à la communication d'Emmanuel Macron sur Noé, une nouvelle loi d'opportunité économique. Oui, absolument. Donc, c'était la deuxième édition de ces rencontres. Qui opportunément était axé sur la question de la transformation numérique. Et ça tombait bien pour Emmanuel Macron, qui la veille avait présenté son futur projet de loi sur une nouvelle opportunité économique, dont le volet numérique est important, mais n'est pas le seul. D'ailleurs, Emmanuel Macron avait rappelé lui-même un exemple simple. L'idée, c'était de donner accès à des métiers qui nécessitent des diplômes, de donner ça à des gens qui n'ont pas ces qualifications. Donc il avait par exemple parlé des plombiers pour faire des réparations relativement simples, ou également d'ouvrir un salon de coiffure afro, alors que et donc ça pouvait être ouvert à n'importe qui, sachant qu'il avait discuté avec les spécialistes des salons de coiffure afro, qui lui disaient que le CAP de coiffure ne préparait pas à cette spécialisation. Donc voilà. Donc ça c'était donc pour Emmanuel Macron l'occasion de revenir un peu sur son projet de loi qui sera présenté en début d'année prochaine à l'Assemblée nationale puis au Sénat. Et puis c'était aussi l'occasion d'une rencontre intéressante entre ce qu'on appelle aujourd'hui les disrupteurs et les disruptés. Donc les disruptés, c'est les sociétés traditionnelles qui se font agresser, on va dire, par les barbares, qui sont les disrupteurs. Et là, il y avait deux exemples intéressants. Il y avait une discussion entre, d'un côté, la SNCF et Accor, donc SNCF Transport, Accor, les hôteliers, qui sont attaqués par, d'un côté, Blablacar, donc société de covoiturage. Il faut bien préciser que c'est pas du tout une activité comparable à celle d'Uber, c'est du covoiturage. Donc c'est des gens qui se mettent mise en relation pour réduire des coûts, c'est pas pour gagner de l'argent. Et puis, de l'autre côté, Airbnb, dont la croissance et le développement ne se dément pas. Donc c'était un dialogue assez intéressant où chacun défendait ses positions. Et ça arrivait pour Airbnb à un moment assez opportun, puisque la semaine dernière, il y a eu d'un côté un vote à San Francisco qui finalement ouvrait le champ libre à Airbnb pour continuer à se développer, parce que ça posait des problèmes. Et les habitants de San Francisco ont voté pour le fait que Airbnb puisse
continuer à se développer. Et puis plus près de chez nous, en France, Airbnb a organisé une grande conférence où il a invité 5000 hôtes parisiens, puisque on sait que Paris est une des toutes premières destinations touristiques, dans laquelle Airbnb joue un rôle très important. Et donc pour, je dirais, cimenter un peu ce rapport, cette relation très importante entre lui et puis les gens qui proposent leur appartement, donc cette grande organisation pour consolider tout ça. Donc on voit bien que petit à petit, les barbares ou les disrupteurs, ils cimentent, ils font leur place, ils se développent. Et de leur côté, les disruptés, ils ne restent pas les bras ballants non plus, hein, puisque la SNCF a elle aussi racheté cette année une société de covoiturage et a tout un tas d'actions dans le domaine numérique. Accor, on en avait parlé, a lancé un grand plan numérique, alors d'un budget de l'ordre de 250 millions d'euros sur 5 ans. C'est pas considérable, mais enfin c'est pas négligeable non plus, pour se lancer, enfin pour faire du numérique un volet important de leur activité, en particulier un partenariat avec TripAdvisor qui permettait de faire en sorte que les clients puissent noter la relation client et le service qui leur a été apporté. Donc on voit bien que les deux acteurs poussent leur pion et la concurrence va continuer. Et alors, ça c'était pour la semaine passée. Pour la semaine à venir, on parle d'un autre disrupteur, Amazon, qui organise une conférence autour de ses web services à Paris. Absolument, donc c'est le 19 novembre prochain. Donc Amazon fait sa réunion annuelle la semaine prochaine. Donc il y a eu la grande réunion à Las Vegas il y a quelques semaines, et puis là on vient à Paris, donc Amazon présente ses nouveaux services et puis traite évidemment de l'évolution du cloud. Et ça arrive à un moment où en fait on a eu les récents résultats à la fois du cabinet Synergy et puis du Gartner qui montrent que Amazon est largement devant les autres. Et donc, en fait, il y a un blogueur renommé qui est un ancien chroniqueur pour le magazine InfoWorld, qui s'appelle Robert Kriegeli, qui en fait est un nom d'emprunt, c'est pas son vrai nom, dont le titre était, questionnait en disant est-ce que Amazon est devenu un monopole, sachant que l'idée du monopole, c'est celui qui impose ses prix aux autres et qui est loin devant tout le monde. Et donc là, il y a des chiffres qui sont assez déroutants, puisque Synergy accorde 30% de part de marché, le Gartner 80%, donc on est dans une différence qui est assez considérable. En termes de capacité, là c'est Amazon qui aurait 10 fois plus de capacité que ses principaux concurrents réunis. En termes d'investissement, là où IBM met 1 milliard cette année, Amazon en met 5. Donc on voit bien qu'il y a un différentiel et que ce différentiel va vraisemblablement se creuser, et que l'idée que Amazon est en train d'acquérir une situation de monopole n'est pas complètement farfelue. Donc bon, on sait les déboires, enfin les inconvénients que ça peut poser. Donc c'est effectivement quelque chose qui est à suivre. Et enfin, on va conclure sur le coup de gueule traditionnel de la semaine, et on reparle d'Apple. Oui, alors on parle d'Apple. Donc, alors effectivement, ce iPad Pro, est-ce qu'il est si pro que ça? On peut se poser la question. Donc déjà, le clavier dont on a dit qu'Apple s'était cru obligé de l'appeler un Smart Keyboard, il n'est disponible pour l'instant qu'en QWERTY, donc clavier américain. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de grande différence sur le clavier, mais malgré tout, c'est quand même très embêtant. Et puis il n'y a pas les accents. Ou si on met les accents, il faut être compliqué. Donc pour le marché entreprise européen, c'est pas bon. On peut penser que ça va arriver, mais enfin pour le lancement, c'est pas très professionnel. Donc il y a l'idée du stylus dont on a parlé. Steve Jobs doit se retourner dans sa tombe. Et puis il y a aussi des petites choses, là où Apple était extrêmement fort dans tout ce qui est finition de produit. Si on prend le cas par exemple de la souris, pour recharger la souris, il faut connecter en dessous, ce qui fait qu'en fait, pendant le temps de recharge, on ne peut pas l'utiliser. Voilà. Donc c'est quand même un peu étonnant. Donc il y aura peut-être une version 2 qui permettra de le faire, mais en tout cas pour la première. Et puis le dernier petit coup de gueule, mais enfin ça, on a un peu l'habitude, c'est le prix de tous les accessoires, qui est absolument prohibitif. Mais bon, Apple a l'habitude, et puis rien n'est assez cher pour Apple.
Et ben on conclura là-dessus. Merci Guy, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle édition de cette synthèse vidéo de l'actu IT et Télécom. Merci.